Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Depuis 2017 en France, c'est comme une vraie pandémie puisque chacun est touché. Nous souffrons de macrophobie. Pendant ce temps-là, pour lutter contre l'affection, Manu est allé chercher un très vieux concept, certes controversé mais efficace. J'ai nommé l'Inquisition. Oui, l'hérésie est de ne pas croire en Manu. Toute personne allant à contresens est forcément un mécréant. Vous comprendrez alors pourquoi une loi sur le délit d'opinion a pu voir le jour. Voilà, tout est dit sur le malheur que nous vivons. Laissons la place au soleil et à la joie avec les propos du CNTF, CH et la France Libre et les personnes qui nous accompagnent. Bonsoir Philippe, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Christiane, bonsoir Bruno et bonsoir à vous messieurs dames. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, je veux bien bonsoir. enchaîner sur ta brillante introduction et la main tout de suite derrière à Bruno. Oui, effectivement, le délit d'opinion, on croyait que c'était quelque chose de révolu depuis Beaumarchais à peu près, hein, en tout cas auquel on avait tordu le cou, mais pas du tout, ça revient en courant. Et on a aussi demain on va nous obliger à nous vacciner peut-être, je ne sais pas. La suprématie de la nationalité par l'OMS va être mise en route. Elle a été pour l'instant stoppée un petit peu en race campagne, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas relancer leurs troupes pour essayer de remettre au goût du jour cette suprématie de l'OMS sur les décisions nationales en ce qui concerne les pandémies. Et puis, est-ce qu'on va pas être d'accord aussi si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, enfin, le soi-disant gouvernement, eh bien, ça engendrera des pénalités. Est-ce que ça engendrera de la prison? Peut-être, on verra bien, hein. Donc voilà, donc on a toute cette dégradation de la liberté en général, d'expression en particulier, qui nous est proposée comme un tir de barrage, en quelque sorte, hein, militairement. Et puis, au dernier en date, on a la visite de Monsieur Macron, effectivement, en Nouvelle-Calédonie, où on espère qu'il va quand même réussir à faire en sorte que des accords soient trouvés à condition que les Caldoches conservent leur dignité. Ce qu'ils veulent le plus, c'est ça, hein, c'est leur originalité. Ce sont les primo arrivants sur cette belle île, et il serait quand même la moindre des choses qu'ils puissent y conserver, sinon une autorité, enfin en tout cas le plaisir d'y exister, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc est-ce que Monsieur Macron sera capable de trouver des compromis ou tout simplement des accords tout à fait viables et tout à fait possibles? Eh bien, ça, c'est un choix politique et il nous a habitués à faire des choix qui n'étaient pas forcément dans le sens de ce que le peuple espérait. Eh bien, on souhaite bonne chance aux Kanaks. Voilà ce que j'ai envie de dire pour l'instant. Je voulais rajouter à ce que tu dis et à ce que Sylvain a dit tout à l'heure, que en fait, un personnage comme Macron, normalement, quand on dit que gouverner, c'est prévoir, quand on voit son attitude, lui, il court toujours après les événements. C'est-à-dire que les événements arrivent et après, il court derrière pour essayer de calmer les choses, alors qu'il aurait dû faire toujours l'inverse. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de dommage, parce qu'on s'aperçoit que c'est soit de l'incompétence, soit volontairement quelque chose de voulu pour créer le chaos, parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire quand on gouverne un pays. Et nous, au Conseil national de transition français Canal historique, ça fait déjà bientôt 5 ans qu'on a tout prévu déjà à l'avance pour pouvoir redresser le pays et redonner le pouvoir au peuple. Oui, donc on est toujours dans une valse à contretemps, si je puis dire, hein. Monsieur Macron, effectivement, il agit par réaction. Là, il est en réaction, il est jamais en proaction, hein. Et puis là où les gouvernements occidentaux, notamment l'Espagne, en toute dernière date, la Norvège et j'oublie le troisième, il y en a un troisième gouvernement européen qui préconise tout simplement de créer un État palestinien ou judéen, selon comment on voit les choses géographiquement. Un État palestinien, eh bien, évidemment, à contre-cœur pour Israël qui n'est pas du tout d'accord, et pour les États-Unis qui ont mis leur veto au projet, sachant que également les pays de l'ONU ont très majoritairement voté en faveur d'une création de cet État palestinien pour mettre tout simplement fin à une guerre qui dure depuis 70 ans et à une guerre qui dure depuis un petit peu moins longtemps, mais particulièrement cruelle, qui se passe à Gaza en ce moment. Donc il faut mettre un frein à tout ça. Eh bien, l'Espagne a franchi le pas en disant non, on va pas y aller. Et on va lui reconnaître quand même un satisfecit à l'Espagne, c'est qu'elle accueille à partir du 30 mai prochain, c'est-à-dire dans pas bien longtemps, à deviner quoi? Eh bien, la réunion des Bilderberg qui va durer jusqu'au 2 juin. Et les Bilderberg, quand ils font l'honneur à un pays de se déplacer pour faire sa réunion annuelle, c'est qu'il va avoir un vassal, tout simplement, un vassal, un obéissant. Or, la décision qu'a prise l'Espagne par rapport à la création d'un éventuel
pays palestinien, un État palestinien, bah, cette initiative pourrait ne pas plaire aux gens de Bilderberg. On va bien voir ce qu'il en sera. Mais en tout cas, honneur aux décisionnaires d'Espagne qui ont pris une décision contraire aux intérêts du Bilderberg dans un premier temps. Voilà. Très bien, nous allons regarder l'actualité en images. Je recueillerai juste après vos émotions. Attention, hein, parce que franchement, l'actualité en images, vous allez voir aujourd'hui, elle est pas mal. Allez, on se retrouve juste après. Qu'un certain nombre de médecins en Suisse ont reçu dans leur courrier. Et cela vient d'une banque qui fait du courtage en bourse, qui s'appelle Swissquote. Swissquote vous adresse, donc quand vous êtes médecin, ce petit gadget qu'on pourrait trouver un petit peu légèrement obscène ou pornographique et qui vous dit injecter les performances du vaccin dans votre portefeuille. Vous pouvez retirer la pompe du vaccin. Vous pouvez voir qu'il y a une opportunité pharma qui se dessine. Et lorsque vous voyez cette opportunité, vous l'injectez dans votre portefeuille. C'est pas de la blague. En tant que professionnel de la santé, vous écrit cette banque d'investissement, vous êtes bien placé pour savoir que tous nos espoirs de sortie de crise reposent désormais sur les vaccins et les découvertes de la recherche médicale. Donc cette banque, manifestement, est lancée beaucoup plus sur la nature des maladies et des affections qui attaquent le corps humain que les grands épidémiologistes, que le docteur Raoult ou d'autres. Donc tous nos espoirs de sortie de crise reposent désormais sur les vaccins et les découvertes de la recherche médicale. Alors, pour suivre les laboratoires dans cette course à l'innovation et profiter des opportunités d'investissement de ce secteur, Swissquote, leader suisse de la banque en ligne et spécialiste du trading, a créé un portefeuille thématique qui regroupe les actions les plus prometteuses de l'industrie pharmaceutique et vous permet d'investir en un seul clic dans les entreprises luttant directement contre la pandémie. Avec déjà plus 45% de rendement enregistré depuis son lancement en avril 2020, ce certificat vous fait profiter d'un potentiel de performance élevé et d'une large diversification parmi les acteurs les plus dynamiques du marché. Business is business. Ouais, réinjecter les performances du vaccin dans votre portefeuille. Comment on peut voir ça? Parce que les performances du vaccin, aujourd'hui, on les connaît. Hein. La prochaine pandémie, apparemment, pour eux. Non, la seule chose qui est effectivement réelle dans cette proposition, c'est en tout cas le sentiment que ces banquiers ont que ces vaccins vont avoir un succès. Alors qu'ils soient guérisseurs ou pas guérisseurs, c'est vraiment pas leur problème. Par contre, qu'ils soient obligatoires, ça leur plaît bien, parce que ça va développer du chiffre d'affaires. Et ils ont le sentiment qu'à partir de l'année prochaine, il va y avoir un certain nombre de choses très interdites et d'autres très obligatoires. Donc dans le cadre du monde dans lequel nous allons. Et il compte là-dessus tout simplement, hein, c'est-à-dire qu'il y ait vis-à-vis du vaccin un appel d'air technique et financier évidemment en fonction de l'augmentation des productions de vaccins pour lesquelles les grandes pharmacies sont prêtes, hein, les Pfizer et autres qui ont été X fois condamnés, on le rappelle, mais qui tournent toujours, il n'y a pas de souci. Hein. Et malgré le fait que aujourd'hui surtout, on remette en cause un tas de choses concernant les vaccins, pas tellement du Covid-19, quoi qu'on dise aujourd'hui maintenant officiellement par l'OMS que le Covid-19 c'était une petite grippette, donc on a mis tout le monde à pied, au sens propre comme au sens figuré, on a mis tout le monde à pied à cause de cette grippette. Et on a licencié des infirmières et on les a suspendus leur salaire, etc. Il y a eu des véritables drames humains parce que on a décidé que c'était comme ça et à la fin on s'aperçoit finalement même pas mal quoi. C'était pas ça tout à fait, mais bon c'était peut-être la prochaine fois on fera mieux. Bah oui, on peut faire mieux la prochaine fois. On va mettre carrément du cyanure dans les vaccins, dans les seringues. Et puis comme ça on sera sûr de la fin. Hein. On aura moins d'hésitation. Hein. Là, pour l'instant, on a le sentiment qu'il y a eu une sorte d'hésitation. Il y a eu un premier essai. Ce Covid-19 s'est avéré être une grippette. Mais par contre, ce qui était intéressant de faire, c'était de tester la responsabilité ou la réponse, tout simplement, des personnes à cette requête qui consistait à aller se faire vacciner, parce que sinon, on allait tous mourir, quoi. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que ceux qui ne se sont pas fait vacciner avaient une tendance à vivre comme avant. Par contre, évidemment, ceux qui se sont fait vacciner, c'est dans cette population-là qu'on a un certain nombre de déboires sur lesquels je ne veux pas revenir.
Donc voilà, pour aller dans le sens de ce qui vient de nous être dit par ce monsieur avec cette seringue qui effectivement, il y a quelque chose d'obscène dans cette seringue. Ça me rappelle moi des histoires beaucoup moins tragiques par lesquelles on disait dans des réunions commerciales à un certain nombre d'intervenants, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, on va prendre tout le marché, etc. Et à la fin de la réunion, donc l'animateur demandait à tout le monde de se lever de sa chaise et de retourner la chaise. Et quand les gens ont retourné la chaise, ils voyaient quoi? À l'époque, un billet de 500 francs à scotcher. Et ce billet, c'était pour vous, mesdames et messieurs. Et aussi pour vous démontrer que pour réussir dans la vie, ben, il faut se bouger les fesses. Alors j'avais trouvé ça plutôt rigolo, mais aujourd'hui on en est un petit peu dans le même cas. Je suis sûr que chez les vaccinodromes, chez les vaccinolâtres, chez les vaccinologues, il y a des gens qui doivent dire il faut absolument trouver des solutions pour que les gens consomment du vaccin et qu'on leur fasse le plus sport possible, sinon ça va pas marcher, quoi. Et là pour l'instant ils sont en train d'essayer de nous faire marcher. Ben, il y en a certains avec qui ça marche, c'est que de le dire, hein. Et puis d'autres un petit peu moins au sein du CNTFCH notamment, mais pas que. On n'est pas tout seul à avoir ce type de démarche intellectuelle et de se dire qu'on est en train de se faire promener. Voilà, tout simplement. Tu viens de trouver la solution, Philippe, pour éviter d'avoir 3 doses de vaccin. Bah oui, une première dose avec quelque chose de très mortifère dedans, évite les 2 autres. Nous allons passer la parole à Christiane. Oui, merci. Désolée, je n'ai pas ma caméra aujourd'hui. Moi, juste simplement par rapport à l'obligation vaccinale, je voulais simplement préciser qu'ils ne peuvent pas la rendre obligatoire sans obtenir le consentement. C'est-à-dire le consentement tacite. Ils l'obtiennent pas directement, mais ils se débrouillent comme ils ont fait pour les soignants. Hein, les soignants étaient volontaires pour se faire vacciner, une partie, et donc ça a été rendu obligatoire, notamment pour une population mondiale. Devinez pourquoi ils n'ont jamais rendu obligatoire à toute la population. C'est parce que c'est encore une fois une question karmique, c'est-à-dire qu'ils veulent par un biais pas très correct, hein, par la manipulation, rendre la population qui consente à avoir les vaccins obligatoires, une partie du moins. Voilà. Donc moi je m'inquiète pas pour ça. Esclavage volontaire. Esclavage oui, c'est volontaire. Ça, c'est l'esclavage volontaire. Comme ça, c'est le peuple qui prend le karma, c'est pas eux. Oui, c'est machiavélique. En même temps, c'est vous qui avez signé. Donc maintenant, c'est votre problème. Voilà. Bon, eh bien, nous allons passer au thème de ce soir, à savoir, une fois que la transition aura eu lieu, une fois que nous aurons quitté ce monde de politiciens qui fait notre malheur, eh bien, il y aura une justice légitime pour les tribunaux citoyens. Alors, en espérant qu'un jour, effectivement, et on appelle de nos vœux que ce jour de la bascule, on va l'appeler comme ça, arrive. Pour l'instant, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui est légitime en matière de justice aujourd'hui du côté du peuple, du côté du peuple. Ben, écoutez, moi, ce que je pense, c'est que, et ça n'engage que moi, hein, c'est une idée. C'est qu'on peut attaquer entre guillemets le problème par le bas, c'est-à-dire qu'on peut faire descendre la justice jusqu'au maire, comme on avait prévu de rencontrer les maires, ça tombe bien. Les maires étant les premiers magistrats de la commune, et ils ont un pouvoir judiciaire de plus en plus galvaudé, c'est vrai, mais qu'on peut raviver. On peut raviver autour de ce qu'on propose, c'est-à-dire désormais de faire des assemblées populaires et non plus des trucs municipaux. Enfin voilà, qui sont élus avec le maire. Donc changer tout ça. Donc ça, qu'est-ce qui nous rendrait légitime? La légitimité, on l'obtient déjà, par exemple. Avec le courrier que nous avons envoyé à Monsieur Guterres, premier secrétaire de l'ONU, secrétaire général, pardon, je crois, et qui peut nous dire à tout moment, bah oui, au banco, on vous reconnaît. Hein. Alors les gens me disent, mais t'es fou, ils vont jamais nous reconnaître, ils sont pas avec nous, ils sont contre nous, ils veulent nous tuer. Bah oui et non, parce que si demain ils souhaitent se débarrasser de Monsieur Macron, ils peuvent tout à fait décider que la meilleure stratégie, c'est encore de nous mettre en avant, avec la perspective qu'on se casse la figure tous bien correctement, alors qu'ils ne sont pas pris conscience de comment nous avons pris, nous, conscience des choses, et pris les choses à bras-le-corps avec des textes, avec du droit, justement, qui est sur notre site, que tout le monde peut aller voir. Donc ça, c'est la première réponse de légitimité, de légitimation. Voilà, donc il y a aussi le fait de rencontrer effectivement les maires, donc on vient d'en parler, plus on sera reconnu auprès des maires, plus on sera légitime. Donc cette légitimité, elle tient compte de l'action, et elle tient compte de ce vers quoi on veut aller. Alors, et d'autres vous diront, oui, mais vous n'êtes pas majoritaire. Bah non, on n'est pas majoritaire. Mais et vous connaissez quelqu'un qui a fait une bascule en étant majoritaire? C'est plus une bascule, c'est autre chose. C'est une révolution, c'est quelque chose de calculé, de prévu à l'avance, etc. Ça peut être un référendum. Bon, voilà.
Mais en général, quand c'est un référendum, les questions posées, on s'attend à un certain type de réponse. Sinon, on ne va pas au référendum. Donc voilà. Alors voilà, la légitimation, elle se produit par là. Et puis après, il y a l'autorité. Alors, enfin, il y a tout du moins les tribunaux. Alors les tribunaux, ils seront, on a tous en tête et à la bouche le mot de populaire, un tribunal populaire. Alors c'est dans l'idée, c'est parfait. Simplement, dans le vocabulaire, c'est un choix que je ne retiens pas, parce que je préférerais parler de tribunaux citoyens. Parce que si nous parlons de tribunaux populaires, on peut se faire piéger d'un point de vue strictement technique. Nous sommes les représentants du peuple, donc c'est nous qui allons faire le tribunal. Ah bah non, ça marche pas comme ça. Tandis que si nous sommes des tribunaux citoyens, nous n'avons pas d'intermédiaire et nous sommes habilités directement à traiter, sans passer par des intermédiaires. Donc ça, c'est dans la richesse du vocabulaire et des mots, on aimerait faire reconnaître effectivement des tribunaux citoyens et évidemment être dans la légitimité pour faire du droit, pour travailler avec des magistrats. Alors ces magistrats, qui seront-ils? Ce seront bien sûr des professionnels qu'on retiendra parmi ceux qui ont été le plus honnêtes possible. Il y en a sûrement. Et puis il y a des nouveaux qu'on fera monter et à qui on dira, il y a un professionnel qui est un juriste. Et puis il y a vous qui n'êtes pas juriste, qui n'êtes pas professionnel, qui êtes justement un juré du peuple, donc citoyen en l'occurrence, et qui allez faire partie du jugement. Donc on sera sur des jugements citoyens. Voilà, on boucle la boucle. Voilà comment les choses se passeront. Alors évidemment, on ne sait pas si ça a déjà commencé, pourquoi pas. On ne sait pas si ça commencera demain, si ça se fait pour bientôt. Et donc quand la bascule sera faite, c'est évident que ça sera pour très bientôt. Mais ça va commencer par là, c'est-à-dire qu'on est certain que dès que les corps constitués auront fait le travail, comme on dit, eh bien, il y aura des décisions juridiques à prendre, avant de prendre même des décisions politiques. Ça va commencer par le juridique. Donc on en est tout à fait conscient, et c'est pour ça qu'on travaille sur ces sujets-là, sur la Constitution, c'est pour ça qu'on travaille sur différentes révisions des lois, et qui seront toutes ces révisions-là seront soumises au vote des citoyens, qui ne voteront pas, qui n'éliront plus personne, comme on l'a souvent dit et comme on le redit ici, mais qui voteront pour des nouvelles lois ou pour des projets. Voilà. Donc voilà comment le cercle va se refermer. Voilà. Donc justice dans la légitimité, bien évidemment, la légitimation de la justice par plusieurs biais. Et à la sortie, c'est les corps constitués qui vont décider, oui, ça c'est bon, ça c'est moins bon, voilà. Alors on nous oppose toujours qu'on n'est pas assez connu, pas assez reconnu, mais on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de pouvoir redonner au peuple ce qui lui revient, c'est-à-dire sa souveraineté qu'il n'a jamais eue, qu'on arrête la représentation politique, effectivement, et qu'on passe à des jugements, à des jurés qui remettent pas, je dirais, la qualité du jugement en cause, mais qui vont remettre en cause le fait que les juges aujourd'hui, parce que c'est la vérité, sont maîtres des lois et maîtres des sentences. C'est-à-dire qu'il y a toujours une loi pour contredire la précédente. Donc, ils peuvent absolument justifier à peu près n'importe quelle décision, et ça, il faut que ça s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, ces décisions justifiées, elles sont évidemment favorables à l'oligarchie qui est connivente avec la justice, puisqu'il n'y a plus de séparation entre la justice et l'exécutif. Voilà. Donc, on n'est plus dans la séparation d'ailleurs. Oui. Oui, Philippe, alors justement, ce qui pose problème actuellement, c'est que les juges du parquet, et notamment les procureurs, soient nommés par l'exécutif. C'est une violation flagrante de la séparation des pouvoirs. On voit aux États-Unis, par exemple, que les juges sont élus, et pas en France. Donc, il faut que ça change. Donc, il faut une nouvelle façon de nommer les juges qui soient donc dans le respect du peuple. Puis, comme tu l'as dit aussi, à tous les niveaux de la justice, à tous les échelons, il y aura toujours des représentants du peuple qui seront à côté des juges professionnels. Alors qu'actuellement, il n'y a que dans les cours d'assises qu'on a des jurés. Bien là, il y aura des jurés dans toutes les juridictions qui seront des jurés populaires, qui seront là justement pour contrôler les juges et éviter que ce qui se passe actuellement, c'est des jugements qui sont souvent faussés parce qu'il y a des lobbies qui interviennent, voire de certaines sectes, et qu'en plus de ça, on a des juges qui sont politisés. Donc ça va disparaître complètement, parce que déjà, il n'y aura plus de partis politiques, mais en plus de ça, les juges seront
non seulement contrôler, mais ils pourront aussi être jugés eux-mêmes, alors qu'actuellement, comme on le sait, c'est bien rare qu'un juge soit jugé par rapport à une décision qu'il a prise et qui est mauvaise pour le peuple. En général, ils ont une certaine immunité qui doit disparaître. Il y a un fameux contre-exemple dans ce que tu viens de dire, qui est vrai, hein, à 99,9%, évidemment qu'ils ne se détruisent pas entre eux, au contraire, ils se serrent les coudes, sauf quand il y a un mouton noir qui vient mettre un peu le bazar, et ça a été le cas, je crois, dans l'affaire d'Outreau, où le juge a dû faire des excuses, enfin ça a été assez terrible, alors qu'il n'avait fait que son travail. Donc voilà, donc ce que je veux dire aussi, c'est que le souverain, c'est le peuple, et que dans la hiérarchie des normes, c'est le peuple qui décide en dernier ressort. Ce n'est pas le juge qui lui aujourd'hui décide au nom du peuple. Sauf qu'au nom du peuple, aujourd'hui, il se passe des choses qui sont plus reconnues par le peuple. Connaissez-vous quelqu'un autour de vous qui a eu affaire à la justice pour je ne sais quelle affaire et qui en soit sorti satisfait dans le jugement? Je connais personne. Moi. Tout le monde est d'accord pour dire c'est pas du jugement, c'est autre chose. C'est les attendus, ils vont chercher des raisons, des motifs qui sont absolument abscons, qui ne parlent à personne et auxquels personne ne s'attend. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et les avocats ont beaucoup de mal à dire à un client, avec les arguments que nous avons, cher client, on est sûr de gagner. On entendait ça il y a quelques années encore. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien du tout puisque ils sortent des lapins du chapeau et on ne sait pas comment les choses vont se terminer. Donc aujourd'hui, on est soumis à cet arbitraire qui n'est plus un arbitrage et qui n'est plus une justice. Aujourd'hui, comme il y a une illégitimité totale, en tout cas c'est notre déclaration suite à 2008 et ce qui s'est passé en 2008, il n'y a plus de légalité, il n'y a plus de légitimité, et donc il faut refaire la justice. Elle est à reconstruire comme le reste du reste, hein, mais elle est prioritairement à reconstruire. C'est ça qu'on voulait souligner ce soir. Voilà. La parole à qui le veut bien. Alors, oui, je veux bien la prendre si vous voulez. Ah bon, vas-y, Christian. Oui, merci. Alors, moi, ça m'évoque le fait que le peuple, via les commissions, va voter pour des lois ou des décisions, que ce soit au niveau local, départemental ou national, et que au niveau des juges, il y aura des gens du peuple qui vont être présents, et que vu que c'est fini la représentation politique, on ne va plus élire des représentants qui font, une fois élus, ce qu'ils veulent. Ces représentants qui habituellement ont la main sur les magistrats, qui donc ne sont pas libres de juger en leur âme et conscience et sans les pressions politiques. Donc les pressions politiques seront terminées. Chaque juge, avec les assesseurs qui leur seront nommés du peuple, qui viennent des commissions, la commission justice notamment, je crois, eh bien, ça sera... alors après, je ne sais pas s'il y aura des assemblées du peuple ou quoi pour certaines juridictions, ce sera à voir avec dans les commissions pour organiser justement cette justice qui soit vraiment juste et équitable. Alors, on peut peut-être aussi parler de ce qui se passe ailleurs, parce qu'on ne veut pas être franco-centré, trop franco-centré. Aux États-Unis d'Amérique, il se passe des choses importantes dont on n'est pas forcément au courant, que les médias mainstream ne relaient pas, en tout cas pas vers nous. Je pense notamment à ce qui est arrivé. Alors, tout ça est dans la presse, hein, je n'invente rien, et je pense que les noms étant présents et les actions aussi, tout ça est facile à vérifier. Hein. Alors, il y a le JAG aux États-Unis d'Amérique, c'est le sommet de la norme en matière de justice militaire. Que dit ce monsieur? Il a demandé l'arrestation de la secrétaire d'État du Maine, Madame Shenna Bellows, que je ne connaissais pas, qui aurait fait une mauvaise interprétation volontaire de la section 3 du 14e amendement de la Constitution pour empêcher le président Trump d'apparaître sur le bulletin de vote des primaires de l'État, donc du Maine, en décembre 23. J'espère que j'ai été clair. Alors, le même JAG parle de quoi? Il parle d'acte de trahison, car le président n'avait pas fomenté d'insurrection et aucun tribunal ne l'avait accusé de rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein de la Constitution américaine, il y a les amendements, ce qu'on appelle les fameux amendements, qui permettent de se protéger contre tel ou tel délit, etc. Et il y a aussi des amendements qui permettent de se défendre. Donc là, c'est le cas. C'est-à-dire que là, il y a eu une sorte de
il le décrit comme une trahison, tout simplement, hein, une trahison de cette dame qui a empêché la progression d'un futur président, alors que celui-ci comment dirais-je, aucun procès en cours contre lui, quoi. Voilà. Et ça, c'est contrevenant à la loi américaine. Et ça suffit pour envoyer cette dame, en tout cas, ça suffit dans la lecture des juristes de cet endroit-là, à ce moment-là, pour envoyer cette dame, donc, dont je vous rappelle qu'elle est secrétaire d'État de l'État du Maine, qui est l'État le plus au nord-est des États-Unis. Eh bien, pour envoyer cette dame en prison, tout simplement, et peut-être pire si je suis bien renseigné, mais justement, c'est là qu'on est un petit peu sevré d'informations, parce qu'à partir du moment où ces gens sont arrêtés, on ne sait plus trop ce qu'ils deviennent. Alors, la conclusion, c'est qu'il y a bien deux équipes. Il y a l'équipe de ceux qui disent de mal du monsieur Trump et qui risque de se faire arrêter par le Jack qui, lui, est dans l'autre équipe, et qui dispose d'une force militaire, incontestablement, hein. On pourrait donner d'autres exemples d'intervention physique. On n'est pas là pour faire ce type de compilation. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il se passe physiquement des choses aux États-Unis qui pourraient demain arriver en France, hein. C'est-à-dire que demain, on pourrait avoir une équipe venir arrêter Monsieur Macron ou arrêter Madame Untel ou Monsieur Machin au motif qu'il avait dit ça. Voilà. Mais en France, on n'est pas dans cette tradition-là et surtout, les lois ne nous permettent que difficilement d'avancer avec ça. Parce que là, ça veut dire qu'on trouve une loi pour te mettre en prison, mais on va t'en trouver une autre pour t'en sortir le lendemain. Donc c'est ça qui va compliquer le jeu. Aux États-Unis, les choses sont plus simples et plus claires. Voilà. Non, mais en tout cas, ce qui est quand même bien de constater, c'est qu'aux États-Unis, qui est quand même le pays qui supervise et l'Europe et accessoirement la France, que lui est dans une logique insurrectionnelle et je dirais tout simplement de guerre civile, hein. Il n'y a pas d'autre façon de dire les choses. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que le Bilderberg, la réunion du Bilderberg va démarrer le 30 mai prochain en Espagne. Et ça, c'est un point important. Ça veut dire que l'Espagne est un vassal très clairement du Bilderberg, hein, comme tous ceux qui reçoivent la réunion du Bilderberg. Et qu'a fait l'Espagne? Ben, elle a donc reconnu, elle a donc, comment dirais-je, argumenté en faveur de la création d'un État palestinien. Et d'accord, elle aimerait bien que ça ait lieu. En France, on en est où? Ben non, on trouve que c'est trop tôt. Je cite, hein, et c'est pas le moment. Ah bon, on sait pas quand ça sera le moment, mais pour l'instant, c'est pas encore le moment, nous disent nos diplomates. Je pense simplement qu'ils attendent le feu vert de l'Amérique, le feu vert de je ne sais quelle personne de Washington pour entre guillemets lâcher Israël qui effectivement a réussi à se faire un certain nombre d'ennemis dans le monde de par ses pratiques, en tout cas Monsieur Netanyahou, et qui se fait pas mal rabrouer quand même et qui se fait même poursuivre par la Cour pénale internationale, n'est-ce pas? Donc il y a quand même ce qu'on appelle des casseroles aux fesses, ce monsieur, hein. Et on se doute que ça devrait à un moment donné aboutir à quelque chose d'une manière ou d'une autre. Eh bien, la France prend le risque de rester avec le futur perdant de cette aventure, hein, qui est Israël, parce qu'il y a quand même droit à parier pour qu'à un moment donné il soit débouté et il soit obligé de. Alors obligé de quoi faire, ça reste à définir. Mais voilà. Donc la France se met à la remorque, je dirais, sur le mauvais train. On est dans le zig quand il faudrait être dans le zag. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Nouméa, par rapport à la Nouvelle-Calédonie également. Et ça continue comme ça. Donc voilà. Donc nous, Français, quelles seront les conséquences? Ben, je pense que beaucoup de pays sont d'accord, notamment chez les BRICS, pour reconnaître que nous n'avons pas la chance d'avoir un président à la hauteur de sa tâche, ou alors que s'il l'est, il s'agit d'une bien mauvaise tâche qui est en fait une sorte de commando dont il aurait été la tête de liste en quelque sorte, par laquelle l'objectif c'est de détruire la France tout simplement. Donc un certain nombre de personnes parlent dans ce sens-là. Les États-Unis d'Amérique eux-mêmes sont en difficulté parce que le bien et le mal se répartissent le terrain chez eux comme chez l'autre, et peut-être plus chez eux que chez l'autre. Chez nous, on n'est pas dans une logique du bien et du mal, pas forcément dans un premier temps en tout cas. Mais on est dans une logique rationnelle et on croit toujours que c'est l'État qui va s'occuper de notre bonheur à nous, petits Français. Alors ça, cette façon de voir les choses, on l'a définitivement mise de côté. Oui, Bruno. Alors Philippe, on aimerait savoir ce que Jean-Pierre pense justement de la justice légitime pour les tribunaux citoyens. Merci. Alors effectivement, la justice, je la conçois comme la justice restaurative. Pour la société, pour les individus qui ont souffert d'une maltraitance et
pour la personne qui a souffert d'être maltraitant. Alors évidemment, le maltraitant, généralement, il n'a pas conscience sur le coup de souffrir. Il n'empêche que quand il découvre plus tard que sa conscience s'élargit un petit peu, le maltraitant, il n'emmène pas large. Donc il y a une réelle souffrance. Et c'est pour ça que le maltraitant fait souffrir. C'est parce qu'il y a une souffrance intérieure dont il ne sait pas se débarrasser. Alors la justice restaurative, c'est de juger les actes. Est-ce que cet acte-là est propice à la vie, à la tienne, à celle de l'autre, ou est-ce que tu aimerais faire autrement? Et ça n'est pas de juger les personnes, les êtres. Les êtres sont, selon mon concept, des frères. Je n'ai donc pas à les juger, d'autant plus que je ne suis pas exempt d'avoir fait quelques erreurs dans ma vie, et quand je dis quelques, c'est une légèreté vagabonde. Donc, je n'ai pas envie d'être jugé. Par contre, évaluer mes actes, ça, j'essaye de le faire tous les jours, et parfois, il y a besoin d'aide. Il y a besoin d'aide parce que c'est pas facile, non seulement d'évaluer les actes indignes dont potentiellement un être peut être responsable, mais ça n'est pas facile aussi d'évaluer les actes dignes qu'il a accomplis. Donc, il y a besoin souvent d'un soutien, de quelqu'un à qui parler, d'une sorte de confesseur, pour évaluer là où nous en sommes et les progrès que nous avons à faire dans certains domaines. Alors, si cette justice-là s'établit un jour, je serai très heureux, la justice restaurative, qui restaure à la fois tout le monde. Et je ne crois qu'à elle. Juste au sortir de la guerre de 39-45, on a jugé des SS. C'était très bien parce que ça a permis de poser des questions et d'avoir des réponses. Sauf que on en a tué quelques-uns. Alors on a rajouté des crimes aux crimes qu'ils avaient déjà commis. Ça n'est pas digne d'une société humaine. Ce qui est digne d'une société humaine, c'est de voir les choses telles qu'elles sont, de voir les réussites et les erreurs qu'un être a accomplies et de voir comment on peut faire bien ou mieux le prochain coup. Ça, voilà, c'est ma croyance. Je voudrais revenir sur une expression qui m'a beaucoup amusé, que Sylvain nous a présenté, quelqu'un qui dit la seule façon de sortir de la crise, c'est de lutter contre la pandémie. Alors moi, j'en connais qu'une pandémie, c'est la pandémie de fourberie éhontée qui a circulé sur toute la Terre. Et évidemment, alors, par contre, il y a un mot qui est très intéressant. La crise, c'est une opportunité d'évolution. Vous pouvez regarder dans le dictionnaire, la crise, dans son origine du mot, ça n'est pas quelque chose d'épouvantable dont il faut sortir. On la traverse avec joie parce que c'est une opportunité de changement créateur. Voilà. Alors, si ce monsieur veut sortir de la crise, grand bien lui fasse, moi, j'ai pas du tout envie d'en sortir, mais juste de traverser les événements d'aujourd'hui avec dignité, si c'est possible, avec humour le plus souvent possible, parce que ça entretient la santé, l'humour, dans les circonstances. Et voilà. Alors, j'ai peut-être d'autres choses à dire, mais je les ai oubliées et c'est pas grave. Je suis avec vous de tout cœur et je vous écoute. Oui, Philippe. Je crois qu'on arrive à la fin du temps réglementaire, comme on dit au football. Juste dire à toutes les personnes qui nous écoutent, rappeler ce proverbe africain qui dit assieds-toi sur le bord du fleuve et tu verras passer le corps de ton ennemi. Alors l'heure est à l'attente, effectivement, l'heure est à l'action aussi, parce qu'il faut agir. Mais on n'a jamais été aussi près de voir passer le corps de ce qui nous oppresse pour l'instant. Voilà. Et comme j'en ai parlé en début d'émission, la macrophobie, il faut savoir que ça se soigne et nous y travaillons. Oh, je vous vois venir. Non, pas avec des vaccins. Nous y travaillons de façon juridique, évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition français, canal historique. Ce sera juste avant le week-end. Merci Philippe. Merci Jean-Pierre. Merci Christiane. Bruno également. Merci. Merci à vous. Excellente soirée. Prochain rendez-vous vendredi.